Édition du Carrefour de l'orientation des métiers et de l'entreprise, organisée par l'agglomération du Choletais. Et nous avons le plaisir d'accueillir des intervenants qui vont nous parler du numérique, cette révolution pour les métiers de l'industrie. Afin de changer un petit peu l'ordre des choses, on avait envie de commencer par vous donner la parole et peut-être vous demander pourquoi vous êtes venus, qu'est-ce qui vous intéresse, est-ce que sur ce sujet, pourquoi cette table ronde vous a attiré. Ça va nous permettre aussi d'aller, parce que c'est un sujet tellement vaste qu'on pourrait aller dans beaucoup de directions avec nos intervenants. Donc on a des micros qui sont à votre disposition. Des étudiantes du lycée Europe ont les micros en main. Est-ce que vous pourriez nous dire pourquoi vous êtes là cet après-midi? Qu'est-ce qui vous intéresse dans ce sujet et dans cet angle du numérique? Il n'y a pas de piège, hein, c'est savoir pourquoi vous êtes venu et qu'est-ce qui vous intéresse en particulier. Je vous propose de donner le micro, par exemple, moi je vais désigner, hein, au monsieur là qui me regarde. Bonjour monsieur. Alors dites-nous, qu'est-ce qui vous intéresse sur le sujet? Oui, donc c'est juste la curiosité, la découverte. C'est vrai que c'est un monde qui est vaste. Et donc savoir aujourd'hui un petit peu les débouchés qu'il peut y avoir, voilà, c'est plus vraiment de la découverte. Super, merci. Je vous propose de donner le micro à la jeune fille devant vous ou à vos côtés, peu importe, allez-y, hein, c'est histoire d'avoir comme ça... On fait un petit sondage en direct. C'est pour découvrir les plusieurs métiers qu'il peut y avoir avec le numérique, c'est tout. C'est un secteur qui vous intéresse? Oui. D'accord. Les uns, les autres, n'hésitez pas. Oui, super, merci. Bonjour. Bonjour, moi c'est les formations éventuelles aussi. D'accord. Pour pouvoir faire ce genre de métier. Ok, très bien. Est-ce que... Je ne sais pas qui veut prendre, par exemple, messieurs. Il me fait non, non, non. Non, d'accord, non, pas... D'accord. Et monsieur devant? Allez, un dernier, puis après on va commencer. On ne va pas vous embêter trop quand même. Oui, bonjour. Donc c'est plutôt pour mon fils à ma gauche. Oui. C'était plutôt pour voir, le numérique c'est vaste et donc en effet de mettre des noms de métiers pour mon fils Louis justement qui aime bien le numérique, mais voilà, vers quelle formation il faut aller et vers quel métier justement, plus précisément ça nous mène quoi. D'accord. Alors sachant qu'effectivement, on va parler du numérique, mais aussi du lien avec les métiers de l'industrie, puisque le titre, c'est le numérique révolution pour les métiers de l'industrie. On est d'accord tous sur le fait que les métiers sont en pleine mutation et l'industrie n'échappe pas à cette logique-là du mouvement, du fait que tout change très vite. Et effectivement, le digital, le numérique a envahi nos quotidiens et donc aussi celui des entreprises. On va en parler en compagnie de nos intervenants et donc, j'ai à mes côtés tout d'abord Loïc Mouraine, ancien apprenti embauché en 2016 comme ingénieur de développement matériel chez Thales. Thales qui est représenté également aujourd'hui par Philippe Boucher, qui est responsable de laboratoire au sein de l'entreprise. Donc, bienvenue à tous les deux pour représenter Thales. Nous accueillons Vincent Guiton. Bienvenue Vincent, directeur du lycée de la mode. Merci d'être là. Et puis, Laurent Blanchard, qui vient au titre du lycée Renaudot. Et je vous laisse, Laurent, nous repréciser votre statut précis au sein du lycée Renaudot. Alors, comme Vincent, en fait, directeur délégué sur l'établissement. Appellation ancienne, chef de travaux. Ah, d'accord, oui. Donc, parce on que est responsable, en fait, des formations professionnelles, des établissements et de l'enseignement supérieur sur l'établissement. Très bien. Donc, ça va nous permettre d'avoir à la fois le regard entreprise et puis le regard formation, puisque les deux communiquent. Et forcément, quand l'un change, l'autre est impacté. En tout cas, on peut le supposer. Et ma première question, c'est de savoir comment, en quoi le numérique change considérablement, ou pas, d'ailleurs, vous allez nous le dire, les métiers de l'industrie. Qu'est-ce qui change? Qu'est-ce qui est numérique dans l'industrie? Allez-y, par exemple, Philippe. Moi, je désigne maintenant. Donc, bonjour à tous. Donc, alors, c'est vrai, comme disait le monsieur, le domaine du numérique, c'est un domaine très, très vaste et qui peut être appliqué à plein de métiers différents. Donc, nous, au sein de Thales, donc, on fait des équipements, comme vous savez, ça peut être des équipements militaires ou des équipements civils qui peuvent embarquer du numérique ou de l'analogique, ce qu'on appelait anciennement la radio et ce qu'on appelle toujours la radio. Donc, le numérique intègre maintenant de plus en plus nos équipements qui, avant, étaient plus orientés, en fin de compte, radio.
Donc, ce qu'on appelle maintenant numérique, c'est des cartes. Donc on fabrique des équipements à base de cartes électroniques. Vous connaissez tous vos cartes que vous avez dans des PC. Nous, on fait des cartes un peu similaires avec des microprocesseurs dessus, avec un certain nombre de composants pour les intégrer dans nos équipements. Tout à l'heure, on parlait d'une évolution. Donc, vous connaissez tous les produits radio qui sont sur champ de bataille, que les fantassins ont, on va dire, quand ils sont sur le terrain. Avant, ils étaient faits uniquement à partir d'analogiques, de composants, de gros composants, on va dire de composants à piquer, de composants, on va dire, qui étaient assez grossiers, qui étaient relativement importants. Et le numérique a apporté une miniaturisation et un changement de tous ces composants. Une chaîne, on va dire un équipement qui était totalement, par exemple, radio, donc avec les ondes, vous connaissez tous les ondes Wi-Fi, les ondes 4G, les ondes 3G de vos téléphones portables, les ondes HF, VHF pour les moyens de com, et bien, toute la chaîne, pour créer ces chaînes de radio, sont de plus en plus numérisées. Et donc la taille des cartes ou de ces chaînes radio, maintenant avec le numérique, eh ben, on réduit les tailles. Vous voyez bien de toute façon vos téléphones portables. Avant, vous aviez des gros téléphones portables qui prenaient, on va dire, pas la moitié de la table. Là, vous exagérez un peu, mais par contre, effectivement, mais quand même quasiment votre un petit peu comme ça. Une radio, c'était largement une feuille A3 en format. Ben maintenant, ça a plutôt tendance à être un demi A4. Parce qu'on a réduit toutes les fonctions, on va dire standards, dans du numérique, dans des composants qui sont de plus en plus intégrés. Et donc ça change forcément les choses pour les produits. J'imagine aussi dans l'univers de la mode, comme dans d'autres univers. Vincent Guiton, Laurent Blanchard. Oui, moi, en fin de compte, ce que je pourrais évoquer, c'est un regard par rapport aux usagers. C'est-à-dire que l'usager, qu'il soit... c'est-à-dire un consommateur, on voit que la relation avec l'acte d'achat passe par le numérique. Bien sûr, le e-commerce, c'est Internet que nous connaissons tous, mais c'est aussi l'émergence des mobiles, les achats à travers le téléphone, et puis bientôt, ça va être avec des techniques qui vont faire appel à la réalité virtuelle ou à la réalité augmentée. Donc on va pouvoir se voir essayer des vêtements grâce à ces technologies numériques, de telle manière à la fois performer ou en même temps fiabiliser l'essayage et le choix du vêtement par le consommateur vis-à-vis d'une marque. Donc on s'aperçoit que cette révolution numérique va avoir des incidences, des impacts sur différents métiers, que ce soit au moment de la création, la conception du modèle, et puis bien entendu l'acte de vente. Donc toute la chaîne du cycle de vie du produit ou du cycle d'élaboration du produit va être impactée. Donc tous les métiers vont bien entendu suivre ou essayer d'accompagner cette révolution qui est en train de se mettre en place. Merci. Alors la révolution, vous la sentez vous aussi et vous la transmettez aux étudiants, aux élèves ? Alors je rejoins un peu ce que vient de dire Vincent. Nous, on a travaillé un petit peu, on a plusieurs angles d'attaque sur la partie numérique. En ce moment, on est en train de travailler sur des outils pédagogiques liés à la réalité virtuelle immersive. On a des soucis dans nos formations, en fait, on travaille à la compétence du jeune et on a du mal finalement à retranscrire des contextes d'entreprise dans nos établissements. Donc on va se servir d'outils numériques comme des cubes de réalité virtuelle ou des Oculus, donc des lunettes 3D, pour ramener un contexte d'entreprise dans l'établissement. Je prends l'exemple de la maintenance puisqu'on est sur la partie industrielle. Nos jeunes doivent réagir à une panne d'un équipement et en fait la pression et le stress de la panne, elle n'est pas prégnante en établissement. Par contre, en entreprise, on a quelqu'un qui est derrière. Un arrêt de production, c'est un coût pour l'entreprise. Donc, il y a un responsable de production qui vient rouspéter un petit peu parce que la panne n'est pas gérée assez rapidement. Et donc, ce stress-là amène le jeune à des réactions qu'on a du mal, nous, à avoir sur l'établissement, sur nos systèmes réels. Et donc, on va se servir, en fait, de la réalité virtuelle immersive pour ramener ce contexte-là avec un avatar, une personne qui va constamment mettre la pression aux jeunes. Donc c'est clairement un jeu vidéo, un simulateur, une cabine. Alors c'est l'outil par lui-même, en fait, il est issu des jeux vidéo, oui. Et nous on le dérive vers un outil de formation. Mais c'est vraiment, donc ça modifie clairement aussi la façon de former.
Et il y a également un intérêt pour... il y a donc ce volant outils pédagogiques. On a aussi, puisque nos jeunes, dans 3-4 ans, quand ils sont sortis chez nous, vont avoir ces outils-là dans les entreprises, même si ça commence tout juste à se mettre en place. Et donc l'idée, c'est qu'ils travaillent aussi sur ces systèmes-là pour être opérationnels dans quelques années. Donc ça sert par exemple pour l'ergonomie de poste de travail. On crée des maquettes numériques d'un poste de travail, et puis ensuite une personne qui est équipée de capteurs va faire les mouvements. On enregistre tout ça et on est capable d'analyser et de modifier en fait les équipements pour éviter les TMS ou les problématiques de dos ou de cou, par exemple. Donc TMS, troubles musculo-squelettiques. Voilà. Parce que moi j'aime bien expliquer les sigles pour que tout le monde comprenne de quoi on parle. Merci beaucoup. Oui, du coup, vous avez connu, vous, ces techniques Oui, alors je dirais même, effectivement, c'est de plus en plus présent dans le monde de la formation, mais également dans l'industrie, puisque nous aussi, par exemple chez Thales, on utilise les moyens de simulation, que ce soit pour former les clients à l'utilisation des systèmes qu'on conçoit, que ce soit des cockpits de véhicules ou même des contextes de mission. Donc ces systèmes de simulation permettent de familiariser le client avec le produit, mais également ça permet au client de formuler des besoins vis-à-vis de ce qu'il peut voir dans la simulation qu'on lui a présentée. Voilà. Donc clairement, les métiers du numérique et les métiers que vous exercez par exemple chez Thales, qu'on exerce aussi dans la mode ou ailleurs, sont impactés également dans les outils, dans les moyens de production. L'univers de travail change complètement. On le comprend avec ces simulateurs, mais pas seulement. Il y a d'autres façons. Il y a l'imprimante 3D qui devient un outil incontournable. Ça devient des moyens, c'est vrai, assez exceptionnels par rapport à nous. Il y a quelques dizaines, vingtaines d'années, les gens ils travaillaient sur papier, sur table de dessin, pour faire la mécanique. La mécanique pour nous, des postes radio ou des équipements. Donc maintenant, le numérique est intervenu et apparu au niveau de l'industrie pour faire tout ça sur machine, donc par simulateur, par dessin assisté, PAO. Et ça aide, ça fait gagner énormément de temps. Et c'est ce qui fait aussi augmenter la compétitivité. Avant, c'est pareil, quand on était sur papier, quand un mécanicien ratait son dessin, il était obligé de gratter ses calques, de gommer, et puis peut-être de recommencer N fois son dessin. Maintenant, avec l'informatique et avec le numérique, on fait tout de suite la modification et on peut l'envoyer, en fin de compte, à l'autre bout du monde. Illico presto, on peut travailler aussi, on va dire, avec des équipes qui sont à l'international, à l'autre bout de la planète, quasiment en temps réel. Donc on a de plus en plus d'outils aussi de communication comme ça, pour partager des informations d'un PC à un autre en temps réel, pour faire des visioconférences aussi. Avant, on bougeait énormément, on faisait des déplacements, on prenait le train, on prenait la voiture. Mais maintenant, le numérique nous permet d'avoir cette possibilité-là de communiquer facilement via la visioconférence. Et on a plein d'outils comme ça. Le concepteur, je ne vais pas totaliser combien d'outils on a, mais on a énormément d'outils au service du design et de la conception, c'est certain. En quoi ça change le métier? C'est plus réjouissant, ça va plus vite, il y a un côté ludique aussi peut-être? Je dirais que ça, d'une manière globale, ça nous rend plus efficaces, puisqu'on peut avoir un résultat immédiat sur les travaux qu'on mène. Quand on place un composant sur notre carte au travers d'un ordinateur, on voit immédiatement si nos choix sont corrects ou pas. Et également, les différents fichiers qu'on génère sont utilisables par d'autres personnes qui ont d'autres métiers, des personnes qui font par exemple de la simulation physique pour voir si, d'un point de vue électrique, on fait des produits qui répondent aux besoins du client. Voilà, donc on conçoit des cartes électroniques, certes, mais on est capable de faire des simulations physiques avec des outils numériques qui sont aujourd'hui de plus en plus puissants. Et ça, on l'accueille avec enthousiasme. D'accord. Juste une petite question, vous êtes donc ingénieur développement matériel, ça veut dire quoi? Alors ça veut dire qu'au quotidien, en fait, je conçois des cartes électroniques
Donc pour les applications de Thales, donc que ce soit des postes radio ou des postes pour la sécurité de l'information, ce genre de choses. En fait, il y a un client qui nous exprime un besoin pour un certain produit. Il y a toute une équipe qui définit l'architecture de ce produit-là. Et après, moi concrètement, je vais concevoir les cartes électroniques qui sont présentes dans ce produit. Donc j'utilise beaucoup les outils sur ordinateur, donc outils numériques, pour les raisons que j'évoquais juste avant. D'accord. Vous, par contre, l'imprimante 3D, vous l'utilisez pas? Alors, vu qu'on conçoit des cartes électroniques qui vont dans des produits, donc dans un châssis, par exemple, dans le téléphone, il y a une carte électronique, mais il y a bien un boîtier qui entoure ces cartes électroniques. Bien, grâce à l'imprimante 3D, on va pouvoir imprimer le châssis, le boîtier qui entoure les cartes électroniques et voir si ça rentre en dimension dans les boîtiers. D'accord. Donc on utilise l'imprimante 3D chez Thales, par exemple. Pour du prototypage, c'est exactement ce qui se passe dans le milieu de la mode, Vincent, avec cette révolution de l'impression 3D. Oui, tout à fait, parce que s'il y a bien un secteur qui est issu d'un savoir-faire traditionnel, c'est bien la mode, avec, vous savez, un vêtement qui est construit à partir d'une étoffe, d'un tissu, et puis on va assembler sur une machine à coudre. Et nous, on est persuadés que, est-ce que c'est à l'horizon de 5 ans, de 8 ans, 10 ans, mais ça va très vite tout ça, nous aurons des produits, des vêtements qui seront tout ou partie réalisés avec de l'imprimante 3D. Et que dans les entreprises, là où il existe des machines à coudre, à côté, on aura un processus, ou plutôt un procédé d'impression numérique textile, où on pourra réaliser tout ou partie du vêtement. D'accord. C'est déjà le cas pour des tissus, c'est la plateforme iMode à Cholet. Alors, qui fait avec ça. la plateforme iMode que nous avons, effectivement, on est plutôt sur de l'impression jet d'encre. C'est-à-dire que là aussi, c'est une technologie numérique, mais en soi, c'est ni plus ni moins que elle est déposer des gouttelettes d'encre, non pas sur un papier comme nous avons tous chez nous une petite imprimante jet d'encre, mais sur du textile. D'accord. Donc en soi, c'est une technologie numérique, mais qui est déjà presque bien d'hier, quoi. Oui, déjà. Alors que l'imprimante 3D, c'est réaliser un vêtement. Alors actuellement, ça se fait, hein, mais vous obtenez des vêtements qui ressemblent plus à des corsets qu'un vêtement comme nous avons, vous et moi, suffisamment souple, suffisamment confortable. Mais les matériaux vont évoluer et ensuite ces matériaux, au-delà de leur souplesse, ils vont pouvoir intégrer aussi d'autres fonctionnalités. Bon, on peut penser à des capacités thermiques variables en fonction des situations dans lesquelles on se trouve, mais on peut aussi penser à les objets connectés ou plutôt des matériaux connectés pour pouvoir informer. On peut aussi penser à des applications militaires. Oui. Ou de la santé, c'est-à-dire correspondant donc des vêtements intégrant des fonctionnalités. Tout à fait. D'accord. On peut former clairement des jeunes à tous ces métiers qui peut-être n'existent même pas encore aujourd'hui, puisque je crois que je ne sais plus combien de pourcents de métiers de demain n'existent pas encore aujourd'hui, oui. Dans le numérique en particulier. Nous, l'objectif, c'est de montrer ce qui se fait, et de plus en plus, ça évolue tellement vite qu'on forme plutôt des gens généralistes qui seront ensuite capables de s'adapter à ces technologies. Oui. L'impression 3D, on en fait dans le cadre de formation sur le bac sciences de l'ingénieur ou le sciences et technologies de l'industrie et du développement durable, le STI 2D en acronyme. Où là on se sert de l'imprimante 3D pour réaliser des pièces et gagner du temps de conception, vérifier que la pièce, avant de la fabriquer réellement, elle va convenir à notre système. Donc ça, c'est un projet qui est fait par les élèves en cours d'année. On essaie de leur faire découvrir tout un tas de technologies d'avenir sur le bâtiment avec les objets connectés pour des gains énergétiques sur des bâtiments. Oui. Quand le bâtiment il est inoccupé, on a des consignes température qui sont à la baisse. On est capable à distance maintenant de commander de l'appareillage, de l'outillage. Donc voilà, tout ça, on essaie de le ramener. On le voit, c'est des aspects assez généralistes. On ne rentre pas dans des détails technologiques. Mais l'idée, c'est qu'ils soient au courant de ce qui se fait. Et bien sûr, dans 3-4 ans, il y aura encore d'autres évolutions. Oui. Et ils seront capables de s'adapter à ça. Capables de s'adapter à la vitesse à laquelle les choses avancent. Quoi. Voilà. Merci. Vous souhaitiez compléter? Non? Côté imprimante numérique, c'est vrai que c'est une révolution. Alors pour nous, c'est une révolution. Je pense que ça l'est aussi dans le monde parce que il y a la révolution. On peut même maintenant construire des maisons avec une imprimante numérique. En plus de façon sérieuse. Mais nous, vis-à-vis de nos métiers, de l'industrie, et c'est vrai que maintenant ça rentre de plus en plus dans l'industrie, c'est vrai que
sans l'imprimante, des fois, on est un peu, on se sent, on va dire, en difficulté, parce que maintenant, avec les imprimantes, comme disait tout à l'heure Loïc, on a un doute, par exemple, sur une forme d'un produit ou sur une hauteur, sur une dimension de produit. On fait nos schémas, on simule les schémas, on le sort sur imprimante 3D et on essaye de voir par rapport à l'équipement comment la carte s'insère dans l'équipement, si elle s'insère bien, si il va y avoir des problèmes en fin de compte pour manœuvrer les cartes, pour le montage, le démontage. Donc tout ça, c'est des petites aides qui nous poussent à améliorer aussi nos produits au fil de l'eau, c'est-à-dire qu'on fait notre conception à côté, on fait ça, on se rend compte d'un défaut ou d'un problème, mais plutôt que d'attendre la conception et la fabrication de nos cartes, par exemple, eh bien, ça nous permet d'anticiper, de refaire tout de suite la modif, et puis de sortir après, un peu plus tard, nos cartes. Donc ça nous évite de refaire une conception pour rien. L'imprimante 3D, le coût est ridicule. Oui, par rapport à ce qu'elle apporte. Par rapport à une sûr. carte, si on avait à la refaire. Alors, il y a Vincent qui souhaitait aussi dire quelque chose. Ça a également ses travers, et donc c'est ce qu'on essaie de leur expliquer, c'est-à-dire qu'une pièce en impression, on peut pratiquement faire n'importe quel type de pièce en impression 3D. Par contre, quand on doit industrialiser le produit, c'est-à-dire réaliser la pièce, et bien quelquefois, c'est pas faisable. Techniquement, c'est faisable par l'impression 3D, oui, mais ça ne sera pas faisable Elle est presque trop, par un trop usineur, souple, par exemple. trop... Donc voilà, l'idée aussi, c'est de montrer que ces outils-là, il y a un revers de la médaille, il y a des éléments qu'il faut prendre en compte. Alors, Vincent souhaitait dire quelque chose. C'est bien le numérique, pardon. C'est bien le numérique, c'est vrai, au service de l'industrie, et non pas l'inverse. Oui, tout à fait. Oui, Vincent. Oui, moi je voulais ajouter des éléments par rapport aussi au savoir-être, c'est-à-dire que cette révolution numérique, on l'a compris, elle va impacter les métiers, elle est déjà amorcée, on n'en connaît pas non plus toutes les formes qu'elle va prendre dans les temps futurs, et probablement que ça va s'accélérer. Et en même temps, de prime abord, on imagine, parce que je vois beaucoup de jeunes avec leurs parents, et on va appeler ces jeunes des millennials, c'est-à-dire qu'ils sont nés avec les technologies numériques, oui, même si elles étaient balbutiantes, et puis souvent on a un regard en se disant mais ça les enferme dans leur univers, et en réalité on s'aperçoit que dans les entreprises, ça a été évoqué par Philippe. C'est marqué sur son étiquette. Très bien. Et en fin de compte, au contraire, dans les activités professionnelles, ça va rapprocher les individus. Cette notion, vous savez, de travail d'équipe, de travail collectif, coopératif, travail en réseau, qui est attendu par les entreprises. En fin de compte, les technologies numériques le facilitent largement. Et cette génération le fait déjà. Et cette génération le fait certainement à travers les réseaux sociaux oui, à dimension personnelle. Mais en même temps, ils vont retrouver ça dans leur futur métier. Et bien entendu, dans nos actions de formation, nous nous efforçons d'aller dans ce sens. Et voilà, donc il faut être totalement rassuré sur le fait que ça n'enferme pas les gens. Et bien au contraire, ça les ouvre sur le monde et ça leur permet de franchir des étapes bien plus rapidement. Vous confirmez ? Oui, je confirme totalement, là, que ce soit dans la formation, puisque pour moi c'est encore récent, ça fait 6 mois que je fais ce travail et je sors tout juste de l'école. Donc même en formation, on est invité à travailler en groupe. Il y a énormément de projets collectifs et le plus possible, on utilise des plateformes de partage pour être beaucoup plus efficace, quoi. Et on utilise même des outils numériques dans le cadre de la formation, ce qui est indispensable pour mener à bien des métiers. Quel que soit le métier finalement, mais en particulier les métiers de l'industrie. En particulier dans l'industrie. Et au quotidien aussi dans le travail, on constate, on partage énormément de données au quotidien avec les collaborateurs. Donc je confirme totalement. Merci beaucoup. Alors c'est vrai que le sujet est très vaste, on pourrait développer, mais peut-être vous avez des questions plus précises. Alors surtout, profitez-en, n'hésitez pas à les poser. Et je vois tout de suite une main se lever. Donc, monsieur, on peut vous apporter un micro, il arrive. Et on vous écoute. Oui, donc moi j'avais une question par rapport à la sécurité avec les IoT. Donc les objets connectés. Oui. On a eu donc des éléments dernièrement, des cas flagrants au niveau des véhicules ou sur des jouets. Est-ce que dans les formations, et je crois que si je ne raconte pas de bêtises, c'est ESIA à Laval qui est qui a des formations donc, sur tout ce qui est cybercriminalité et ainsi de suite.
J'entends parler sur les vêtements. Donc demain, avec des objets connectés, pour la sécurité de l'être humain, est-ce qu'il va y avoir des formations qui vont se développer sur ce type de créneau? Ah, alors, je ne sais pas qui souhaite réagir. Un petit mot déjà. Allez-y, allez-y. Écoutez, sur le domaine de la mode, effectivement, on s'approche de ces techniques-là. Des réglementations vont certainement surgir aussi, vont être mises en place pour protéger les individus et les consommateurs. Mais on n'en a peut-être pas encore fait le tour, ça va de soi. Donc, la réglementation va sûrement s'ajuster au fur et à mesure, et la formation aussi. Enfin, c'est à supposer. Alors, je dirais que dans certains secteurs, c'est déjà le cas. Moi, dans le cadre de ma formation, j'ai été sensibilisé sur la question, puisque j'ai suivi une formation d'ingénieur pour la conception électronique. Et on a eu tout un cours avec des intervenants dont c'est le métier, de faire des évaluations de sécurité sur les appareils électroniques en l'occurrence. Donc on a été sensibilisé sur la question avec un regard de concepteur. Donc en tant que concepteur, on est au courant des fragilités de nos systèmes, et autant que possible, on essaie d'intégrer des éléments de sécurité. Après, je pense que ce que vous avez en tête sur les failles de sécurité, on entend beaucoup parler des systèmes grand public. Par exemple, il y a eu un exemple avec Jeep qui a intégré dans ses véhicules un système de télécommande avec lequel on peut faire conduire la voiture à distance. Et il y a des gens qui ont réussi à pirater ce système et à conduire la Jeep à distance, mais en étant très loin. Là, on est sur le marché grand public. Sur des marchés plus spécialisés comme Thales, on a des grosses contraintes à ce niveau-là. Voilà. On peut comprendre, oui. Disons que la sécurité est c'est prioritaire. Voilà, c'est une contrainte prioritaire chez nous, alors que sur d'autres marchés grand public, ça l'est moins. Donc, voilà. Ouais, mais effectivement, c'est déjà une problématique qui est intégrée dans l'industrie, au moins dans certaines branches. Oui, Philippe. Par contre, là encore, c'est vrai que le numérique et puis là, toute cette innovation, ça tire aussi. Ça tire énormément parce qu'en gros, souvent, ce qu'on dit, c'est que toutes ces choses-là se développent parce qu'il y a quelqu'un qui a une bonne idée. Donc, il va mettre ça sur le tapis. Et puis après, a posteriori, une fois que l'idée est avancée, une fois que le produit est là, eh bien, on se rend compte d'éléments qui ne vont pas. Par exemple, la sécurité, les jouets pour enfants, où les gens peuvent prendre, on va dire, quelqu'un qui est à côté, peut prendre en Bluetooth la main sur une poupée ou sur un jouet pour enfants, peut écouter une vidéo, peut écouter, on va dire, quelque chose qui est dans la pièce, etc. Mais on s'en est rendu compte a posteriori. C'est comme votre maison. Votre maison, il y a maintenant avec les objets connectés, vous pouvez rentrer avec votre portable, vous pouvez rentrer parce qu'on vous détecte à proximité. Votre voiture, c'est pareil. Donc on se rend compte que comme maintenant tout le monde s'y est mis, et puis la techno, il y a toujours des petits malins qui vont chercher justement à casser tous les systèmes. Donc on se rend compte que finalement, oui, la sécurité, c'est pas au cœur, en fin de compte, des préoccupations, on va dire, premières d'un développement de produits. Sauf que de plus en plus, avec tout ça, on se rend compte, et de toute façon vous avez dû en entendre parler, hein, le monde de la sécurité, il est en évolution permanente et en ébullition. Ça veut dire que sécurité bancaire, sécurité, on va dire des transactions, sécurité des identifiants ou des identifications sur vos produits. Et tout ça, donc c'est vrai que c'est le fait de se rendre compte de ces problèmes qui draine ça, qui draine cette technologie. La sécurité a presque un coup de retard à chaque fois finalement. Toujours. Mais l'importance pour nous, c'est justement d'éviter ce retard et de faire en sorte qu'on soit justement le plus en avance possible. Donc voilà, petit à petit, c'est le cas. Et puis nos systèmes quand même sont relativement sécurisés. C'est vrai que par rapport aussi au monde, on va dire, plus grand public, le monde, on va dire, industriel ou militaire, ça n'a rien à voir. Oui, forcément. Le coût n'a rien à voir non plus. Donc on sait pourquoi. Parce qu'il y a d'autres contraintes et parce qu'on évite justement ce genre de... Merci. Y a-t-il une autre question sur ce vaste sujet? S'il n'y en a pas, il peut y en avoir aussi après
façon personnelle, évidemment, c'est souvent comme ça. En tout cas, ce que je vous invite à faire, c'est à profiter jusqu'à 18h des entreprises qui sont là. Thales est présent sur les stands, donc du côté gauche, quand on rentre dans le hall. Dans le hall où les banderoles sont rouges. Voilà, c'est ce que j'ai voilà, retenu. donc c'est à gauche, c'est bien ça. Vous rentrez dans le grand hall et c'est sur la gauche. Vous pouvez rencontrer plein d'autres entreprises, bien sûr. Le lycée de la mode, donc il y a tout un pôle dédié au métier de la mode, à l'industrie de la mode. Voilà, Vincent, c'est jusqu'à ce soir 18h. Mais pour le coup, on présente plutôt les savoir-faire et pas les technologies numériques. Non, ça sera peut-être dans 2 ans. Ça sera dans 2 ans, certainement, avec des casques de réalité virtuelle. Bah ouais, puis on fera intervenir des personnes avec des hologrammes, puisque forcément, ça aussi, c'est une technologie. Ça avance très vite. Merci. Et Laurent, on peut vous retrouver aussi jusqu'à ce soir. Sur les pôles Renaudot, donc on a 3 stands, un sur l'enseignement supérieur avec nos BTS, sur le lycée général et technologique et un autre sur la partie professionnelle. Et vous n'êtes pas venu avec l'Oculus et la cabine? Justement, si on est venu avec un Oculus, puisque l'Oculus, c'est le nom de ce casque qui permet de s'immerger. Ce sont des lunettes 3D, en 3D en fait, qui permettent de s'immerger dans un monde virtuel et puis de piloter une machine qu'on a sur l'établissement. Donc à tester, profitez-en. Jusqu'à ce soir, vous pouvez tester cette réalité virtuelle, parce que des fois on ne sait pas trop ce que ça veut dire. Au moins là, vous pourrez repartir en sachant exactement ce que ça désigne. Je vous remercie. On applaudit et on remercie nos intervenants pour leur témoignage. J'espère qu'on vous a aidé un petit peu à décrypter cette vaste question du numérique. Très bonne fin de journée sous le soleil et très bonne fin de Carrefour à toutes et à tous. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup.